Ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. On va retrouver les rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on va s'intéresser au coaching. Vous allez me dire traditionnel, oui, mais le coaching à distance, c'est encore mieux. On en parle dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. On parle de la neurodiversité. Qu'est-ce que c'est? On va tout vous expliquer. On parlera de l'inclusion, oui, notamment des personnes autistes intégrées dans l'entreprise. On en parle dans quelques instants avec Mathieu Amaret. Et puis le cercle RH, on parle des plateformes Uber, Airbnb pour les plus connus. Elles ont révolutionné le travail, mais elles se heurtent à des résistances. Les travailleurs indépendants, bien qui réclament des droits. On fait le point, évidemment, 4 ans, 5 ans après leur arrivée ici sur le marché français. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on souffle des bougies. C'est les 30 ans de cadre emploi, oui, 30 ans de recrutement. On en parlera dans quelques instants avec les éléments marquants de ces 30 années. Mais avant de découvrir nos invités et nos thèmes, on retrouve le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, selon l'Institut Trendéo, l'industrie française a rayé près de 16 000 postes entre mi-mars et mi-septembre. En tête, l'industrie aéronautique, elle a perdu plus de 10 600 postes en un semestre de crise sanitaire. Un chiffre qui efface pour le moment les gains de ces 10 dernières années. La filière automobile, déjà fragilisée, a supprimé 6 400 postes. Enfin, sur les 6 mois concernés par l'étude, la France a perdu 18 usines sur son territoire. Et puis sur un autre sujet, l'indice du moral des décideurs n'a jamais été aussi bas depuis 5 ans. Résultat d'un baromètre Via Voice pour HEC Paris et Le Figaro. Depuis le mois de juillet, il a perdu 6 points pour s'établir à moins 48 points en septembre. Sans surprise, les projections sur l'emploi sont alarmistes. Pour 91% des décideurs, le nombre de chômeurs augmentera dans les mois à venir, idem pour le grand public. Par ailleurs, près de 50% des interrogés estiment que leurs collaborateurs ne sont pas motivés. Enfin, le niveau de vie en France ressort comme la deuxième source d'inquiétude. Et pour finir, près de 17 000 entreprises entre 50 et 250 salariés n'ont pas encore rempli l'index professionnel pour l'égalité hommes-femmes. Annonce d'Elisabeth Borne hier dans Le Parisien. Un index pourtant obligatoire depuis le mois de mars. Les entreprises de plus de 250 salariés qui ne respectent pas la règle devront payer une amende. En mars 2020, 77% des entreprises de plus de 1000 salariés ont renseigné leur index. Elles sont aujourd'hui 97%. Enfin, la ministre revient sur les écarts de rémunération. Elisabeth Borne trouve choquant que 37% d'entreprises comptent encore moins de 2 femmes parmi leurs 10 plus hautes rémunérations. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Bien dans son job. Comment faire pour être bien dans son job? Eh bien, avoir des formations et du coaching. On en parle de ce coaching avec Hugo Manoukian. Bonjour Hugo. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le CEO de Move On. Move One. Move One, oui, j'étais sûr que j'allais. Vous avez été créé en 2015. D'abord, un petit mot sur la particularité de votre entreprise, parce que vous n'avez pas fait de levée de fonds. Entreprise familiale, c'est votre père Alain Manoukian qui est le président d'honneur, et puis 2 frères, vous et votre autre frère, Axel, qui dirigeait l'entreprise. Pas de levée de fonds, vous faites tout en famille. C'est vrai, alors tout en famille, c'est ça où c'est intéressant dans notre histoire, c'est qu'à la fois c'est 3 personnes de la même famille qui se sont mis ensemble pour se dire, avec le père coach et les 2 fils qui sortaient d'école de commerce et qui avaient une grosse envie d'entreprendre, qui sont mis ensemble pour dire mais il y a un marché génial à prendre dans le coaching digital auprès des entreprises, mais aussi c'est une ambition de construire pas à pas notre histoire entrepreneuriale. Et en effet, on a pu à plusieurs moments être intéressé ou être attiré par des levées de fonds, et on le voit tous dans les médias d'ailleurs, ça donne des étoiles dans les yeux, mais en même temps, c'était pas selon nous le bon moment et la bonne façon de faire si on voulait garantir de la qualité. 40 salariés avec des recrutements qui sont prévus, il faut quand même le préciser, là il y a 15 recrutements qui sont dans les tuyaux comme on dit. Vous avez un CA de 5 millions, puis vous avez des objectifs qui sont intéressants avec un plus 8 millions d'euros là pour 2021. Ça veut dire que quand on regarde vos chiffres, évidemment le Covid vous a aidé, j'imagine, non? Parce que les entreprises vous ont dit nous on a besoin d'accompagner, mais on ne peut pas bouger, donc vous étiez là. Bien sûr. C'est vrai que ce qui nous a aidé, c'est d'abord d'être les pionniers d'une solution comme ça digitale de coaching depuis 5 ans, d'avoir l'expérience avant le Covid de toutes ces opérations. Ce qui nous a aidé également, c'est qu'aujourd'hui, vous avez raison, les entreprises, elles ont 2 gros besoins. Elles ont d'abord le besoin, pour sans paraphraser, d'être bien dans leur job, que les salariés, que les managers soient bien dans leur job, se sentent confortables, à l'aise et performants. Mais également, elles ont besoin de préparer l'après.
et donc les grosses transformations auxquelles elles font face, de business model, de digitalisation, de nouvelles perspectives aussi économiques. Donc ça, c'est toute une complexité que le coaching peut aider. Alors, 10 000 personnes accompagnées, c'est énorme, avec l'ensemble des formateurs, des coachs, donc en visio, donc c'est quand même pas toujours facile d'ailleurs quand on est formateur. Même vos formateurs n'ont pas été parfois un peu embarrassés, parce que quand on fait de la formation, on a besoin d'avoir les participants qui vous regardent avec de l'interaction. Eux aussi, ça les a gênés, vos formateurs vous ont dit, je suis pas très à l'aise là. Très honnêtement, alors nous on travaille avec des coachs professionnels, donc c'est des coachs professionnels certifiés par des fédérations internationales de coaching, donc c'est, j'allais dire, ce qui se fait de mieux en termes de coaching aujourd'hui, même dans le monde. Et ces gens-là, pour certains d'entre eux, en effet, avaient eux-mêmes des freins et des croyances. Donc ces gens-là, ils doivent être experts normalement pour lever les freins et les croyances. Eux-mêmes avaient Et eux-mêmes avaient leur propre croyance de dire, mais est-ce que je vais être aussi bon à distance que ce que je suis en présentiel? Et ce qu'on se rend compte, après 10 000 personnes accompagnées, on a 220 coachs dans le monde entier, en 30 langues, donc on a quand même un certain recul aujourd'hui, c'est que c'est une croyance et que sincèrement, ça marche aussi bien, voire parfois mieux, à distance qu'en présentiel. Parce que l'écran permet aussi d'aller plus vite, tout de suite, dans le cœur du sujet. Et ça, on le voit beaucoup, notamment dans les réunions. On va tout de suite dans le cœur du sujet. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a moins d'à côté, quoi. On va plus à l'essentiel. Voilà, on va à l'essentiel. Et en 1 heure, nous, nos séances, elles font 55 minutes. Vous avez de la valeur qui est délivrée. Alors, un peu de conseils pratiques, là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises? Quand vous rencontrez ces entreprises, on avait beaucoup, des très gros groupes, et je ne vais pas les citer, mais il y a beaucoup de très grosses entreprises. Elles vous appellent et vous disent, on a besoin de ça. Qu'est-ce qu'elles vous demandent? C'est quoi les besoins, là? Alors, les besoins actuellement, c'est comment faire face à l'énorme besoin de transformation qui apparaît dans l'ensemble des services. Typiquement, j'allais dire dans les services d'opération, de supply chain, commerce, marketing, tout doit être repensé, réinventé. Et donc, elles nous disent comment nous, on accompagne nos managers, nos leaders ou même des collaborateurs à transformer leur façon, leur mindset et leur état d'esprit. Parce que renforcer des compétences, j'allais dire hard skills, c'est relativement, c'est pas simple, mais on y arrive généralement. En revanche, transformer un état d'esprit, une culture d'entreprise, ça demande de vrais efforts. Et donc elles nous disent, accompagnez-nous à mener un plan pour nos managers, pour les aider à faire face mieux aux objectifs d'aujourd'hui, mais de demain aussi. J'ai vu qu'il y avait du R&D, c'est très intéressant, parce qu'il y a évidemment la formation, c'est un échange, on transmet un savoir, on essaie de faire passer des valeurs, vous venez de nous le dire, mais il y a aussi du R&D, vous allez beaucoup investir, parce que c'est aussi du digital. Donc il faut rendre le produit attractif, il faut rendre le produit un peu sympa, c'est ça l'idée? Tout à fait, c'est une expérience. L'objectif, c'est pas juste de faire du copier-coller entre le présentiel et le digital. Tous ceux qui ont essayé ont malheureusement eu des difficultés. L'objectif, c'est de repenser complètement de A à Z l'expérience des apprenants, des coachés chez nous, pour leur permettre d'avoir vraiment une approche complète avec leur coach professionnel qu'ils vont choisir en ligne, qui soit le meilleur coach du Ils le choisissent? Ils le choisissent toujours. D'accord. Ils ont toujours le choix, ils ont une vidéo, ils peuvent le choisir. Ensuite, réserver leur séance de manière simple depuis leur mobile ou depuis leur laptop, mais également avoir accès à des assessments. Donc des évaluations, des questionnaires qui permettent de mieux se connaître et de mieux savoir s'apprécier dans son contexte, à des fiches outils et du contenu, donc ce qu'on appelle du micro-learning, qui peut permettre d'enrichir aussi nos connaissances sur le management ou sur, par exemple, la gestion des conflits, ou en ce moment, un sujet hélas d'actualité, comment gérer l'offboarding, donc le départ d'un salarié. Ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler, ou vous travaillez. Comment j'annonce à quelqu'un qu'il va falloir effectivement quitter le groupe? Parce que là encore, il y a la théorie et la pratique. On peut lire ce que l'on veut sur, il y a 4 étapes pour annoncer un salarié. Ça, c'est la théorie, ça. Et après, il faut le dire. Exactement. Et ça, le coach peut vous y aider, à vous préparer, à vous faire parler aussi de ce sujet. Et à faire c'est douloureux. C'est douloureux pour les DRH, pour ceux qui... Honnêtement, pour tout le monde. Et il ne faut pas croire. Et le management, moi, c'est aussi là-dessus que je voulais revenir. C'est qu'en général, qu'il soit un management de personnes, de projets, quel qu'il soit, mais en tout cas, la vie en entreprise comporte ses parts de douleur. Et c'est là aussi où il faut l'accompagner de manière efficace pour que les salariés, tout simplement, se soient en confort, malgré des situations compliquées. Juste d'un mot, avant de nous quitter, Hugo, ça se passe comment d'un point de vue pratique? Ce ne sont pas des heures de formation en dehors du temps de travail, 55 minutes, ça veut dire que sur le temps de travail, de 11h à 11h55, on ferme le bureau, on ouvre l'ordinateur et on a son coach. Exactement. C'est-à-dire que, alors même en plus, nous on essaie de le recommander par exemple de sortir de son bureau, donc de prendre hors zone de confort. Exactement. Hors de sa zone en tout cas d'influence. D'influence, d'accord. Voilà, donc pouvoir sortir c'est même mieux, mais donc si on sort de son bureau, on va dans un box,
perso, ou bien on reste de chez soi le matin de 9 à 10 et on fait sa séance de coaching, on note ses actions parce qu'à chaque fois on ressort avec un plan d'action bien concret et on se dit écoute à mon coach. J'arrive, je prends ma voiture ou le métro et j'arrive ce matin, j'ai mon plan d'action. Exactement. Et là je repars et c'est ça que moi j'adore avec le coaching, c'est que par rapport à la formation où parfois on s'isole pendant 2-3 jours et en fait le retour dans le cadre du travail on a perdu des éléments. Là, aujourd'hui, c'est très concret, quoi. C'est OK, j'ai ma séance, j'ai des actions, je les mets en place, et en plus, j'en reparle après dans 2 semaines parce que nos parcours de coaching durent 3 à 4 mois. 4 mois, hein. Oui. Tous les jours, c'est quoi Non, c'est la une fréquence? fois toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Et on dit que le changement met en minimum 100 jours. Il faut 100 jours de répétition pour y arriver. Et donc, c'est un peu comme un président, les 100 premiers jours sont essentiels. C'est Napoléon. Et ça marche aussi. Les 100 jours. Ils le disent, vos coachés, qu'ils soient managers, qu'ils soient DRH, ils le disent ou il ne faut pas le dire quand on est coaché? Parce que c'est comme si on dévoilait sa botte secrète. Attention, je suis coaché. Alors très sincèrement, ça se démocratise tellement. Ouais, on est... Comme je le disais, aujourd'hui, on travaille avec 60% des acteurs du CAC 40, donc des Vinci, La Poste, Société Générale. Donc c'est rentré dans les mœurs, j'ai besoin d'être coaché. Parce qu'avant, c'était un peu gênant de dire que je suis mais même coaché. le mieux, c'est que le coaching est rentré dans les mœurs des grands plans de formation ou de transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on a un programme pour les managers, on y met intégrer du coaching automatiquement. En plus d'autres dispositifs. Move One, c'est votre structure, votre société, une belle start-up de coaching digital créée en 2015 et signalons qu'elle est familiale, les frères, le père qui structure cette entreprise sans levée de fonds avec des perspectives intéressantes d'ailleurs pour Move One, je le redis une deuxième fois parce que j'avais écorché le nom de votre société. Merci Hugo d'être venu sur notre plateau, c'est toujours un plaisir. La suite de nos programmes Working Progress évidemment avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est tout de suite. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi. Welcome to the Jungle. Vos invités, c'est un plaisir. Vos choix, vos invités, vos envies aussi. Oui. Alors, on va parler d'un sujet. Alors, il y a des sujets assez classiques dans notre émission, mais là, celui-ci ne l'est pas, puisque c'est même un mot nouveau dans mon vocabulaire. La neurodiversité. Quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est l'inclusion, c'est ça pour C'est l'inclusion tout à fait de personnes qu'on appelle maintenant neurodivergentes, des profils atypiques. Donc, quand on parle de neurodivers, par exemple, c'est des salariés atypiques qui peuvent souffrir d'autisme, de troubles de l'attention, voire de dyspraxie. Des gens qui, fatalement, en fait, sont un peu esselés et confrontés à des difficultés quand il s'agit de trouver un emploi, voire en entretien d'embauche, mais ce sont aussi des personnes qui, dans l'histoire récente en fait, du milieu du travail, génèrent et font l'objet d'un potentiel chez certains groupes. Le groupe de mon premier invité en fait partie. Caroline Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de SAP France. Et parmi un consortium d'entreprises dont Microsoft, etc., vous avez été le premier groupe justement à prendre la mesure potentiel de ces potentiels justement salariés atypiques en leur proposant un parcours d'intégration spécifique. Ma première question, c'est comment vous avez mis en place ce parcours-là et quelles ont été les motivations premières? D'accord. Donc, effectivement, SAP, au niveau groupe, a mis en place un programme dédié à la neurodiversité, plus particulièrement en faveur de l'emploi des personnes autistes. Donc, c'est un programme qui a vu le jour en 2013 et qui a fait suite notamment à un constat selon lequel 85% des personnes qui sont diagnostiquées avec un trouble du spectre autistique, en fait, sont sous-employés ou n'ont pas d'emploi, alors même que 60% d'entre eux ont des capacités cognitives qui sont supérieures à la moyenne. Donc, pour nous, SAP, c'était le moyen, en fait, de réduire les barrières à l'emploi de ces personnes, d'être aussi le premier employeur pour ces personnes-là, un employeur de choix, je dirais. C'est également une manière aussi de se différencier sur le marché, puisqu'en intégrant des compétences uniques, on a ces sources d'innovation pour nous. Pour avoir un avantage compétitif aussi? Voilà, exactement. Pour nous, la diversité et l'inclusion est effectivement source d'efficacité et un avantage différenciateur et compétitif auprès de nos clients. Et c'était aussi une volonté d'impulser un changement dans notre écosystème, de nouvelles perceptions autour de l'autisme et d'encourager les autres sociétés aussi à nous suivre dans cette voie de l'inclusion. Pourquoi, selon vous, ces personnes-là sont amenées à être discriminées à l'emploi? De quel profil on parle quand il s'agit de les mettre en rapport avec le monde de l'entreprise? L'attitude, le langage, la façon d'être?
Oui, alors je ne vais pas faire de généralité, effectivement, parce que je pense qu'il y a autant de diversité c'est très, parmi très les divers. neuroatypiques, D'accord. effectivement. Ensuite, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi de l'ensemble de la population sur ce type de profil. Ensuite, on a un certain nombre aussi d'idées reçues selon lesquelles ce sont des personnes qui s'expriment mieux, on va dire, peut-être dans des métiers techniques comme la data, voilà, ce genre de l'analyse voilà, de la data et des données, par exemple. Or, on constate, nous, avec l'expérience qu'on a, en fait, que nos profils Pas seulement. Non, on D'accord. intègre notamment dans les relations clients, face aux clients ou dans les finances, etc. Combien vous comptez de personnes neurodivergentes dans votre groupe? Alors, on a 180 personnes neurodivergentes, effectivement, sur 28 rôles différents et dans 16 pays. 28 rôles différents dans 16 pays sur un groupe qui compte combien de collaborateurs? Alors, on en a 100 000 au niveau D'accord. mondial. D'accord. Je peux me poser une question? Bien sûr. L'apport, la valeur ajoutée, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure avec Mathieu, c'est l'idée de compétitivité. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus qu'une personne, je dis, normale? Alors, en plus, en fait, moi je pense que toutes les personnes sont finalement différentes. On a tous des profils différents. Donc ça apporte un certain nombre de choses dans les équipes. On constate notamment que les équipes qui ont des personnes neurodivergentes ou avec des profils divers demandent des brevets, innovent dans les produits, que ça apporte aussi en matière de... Ça booste. Ça booste et un complément aussi au niveau, je dirais, de la manière de manager les gens. Et qui peut Exactement. être- Est-ce que c'est pas facteur de cohésion? C'est-à-dire quand on accueille quelqu'un qui est neurodivergent, donc qui en fait est le symbole de cette diversité-là, pour des personnes qui sont, appelons-les neurotypiques, comme nous, est-ce que c'est pas facteur de cohésion en disant voilà, nous avons intégré quelqu'un qui voilà, est différente, mais nous avons battu en brèche en fait tout un tas de clichés, d'idées reçues dont vous avez fait Et état. ça marche. Et ça marche. Et ça marche aussi souvent, quand je regardais les rapports, dans des lieux d'entreprise qui sont plutôt des moments informels, la machine à café, la cantine, l'afterwork, etc. Est-ce que vous avez aussi... Exactement, je crois ça. que ça crée une grande solidarité en fait dans les équipes. Je pense que ça apporte. Dans une équipe, quand on intègre quelqu'un qui est neurodivergente, on apporte un certain nombre d'attentions, on forme l'équipe également. Et effectivement, ça permet effectivement de regarder l'environnement, peut-être de clarifier un petit peu les attentes, aussi de structurer l'activité. Et ça bénéficie in fine à tout le monde. Donc il y a vraiment une solidarité qui se met en place. Nous, on l'a vu chez SAP il n'y a encore pas très longtemps. On a accueilli un apprenti donc autiste qui ensuite souhaitait rejoindre une école. Et en fait, tout le management qui avait travaillé avec cette personne s'est mobilisé, a écrit à l'école pour dire vraiment Il est bien, on le recommande. Voilà, on le recommande et ça a marché. Donc c'est une belle histoire. Mais et pour les familles aussi, peut-être, les familles aujourd'hui, c'est un message d'espoir que vous envoyez pour des familles qui ont des enfants qui ont 16, 17, 18 ans, qui sont dans l'angoisse, qui se disent mais ils vont pas trouver de boulot, ça va être compliqué. C'est quand même un message d'espoir que vous envoyez aux familles. Tout à fait. Nous, on intervient beaucoup dans des colloques, effectivement, qui ne sont pas dédiés aux entreprises, parce qu'il n'y en a pas, mais justement... Des structures associatives. C'est possible. Il peut trouver sa route. Tout à fait. Alors si on rentre, Caroline, dans le monde concret des process, vous êtes des RH, donc vous avez été en première ligne sur cette transformation de culture aussi que nécessite, à mon avis, l'intégration de ce type de personnes, de salariés. Concrètement, qu'est-ce que vous avez dû faire pour faciliter leur intégration et aussi la rétention de ce type de talent? Alors la première chose, effectivement, pour l'intégration, on a adapté, je dirais, nos méthodes de recrutement. Parce qu'on constate qu'effectivement, un des challenges pour les personnes autistes, c'est de trouver leur premier emploi, notamment parce que le cap de l'entretien est difficile pour eux, en termes notamment de communication. Donc nous, on a revu nos process par rapport à ça. Alors en termes de sourcing, aussi des candidats, on passe par des associations spécialisées dans l'accompagnement de personnes autistes. Ensuite, on a revu nos descriptifs de poste pour qu'ils soient beaucoup plus précis, avec notamment, par exemple, des pourcentages liés à chaque activité. Ça, c'est important dans les repères aussi. Dans les repères, Absolument. dans les repères. C'est important aussi de vraiment clarifier les attentes vis-à-vis du poste, donc d'être très précis. On a également modifié notre façon de conduire un entretien. Donc en fait, on ne demande pas à la personne d'exposer son parcours de manière classique. On le met plutôt en situation, on lui donne des cas pratiques. On pratique parfois aussi une présentation directement par vidéo pour limiter le stress de ces personnes-là et on a formé nos recruteurs, effectivement. Est-ce que la conduite de ce changement a été compliquée à mettre en place? Si vous aviez des conseils à donner à des entreprises qui ne l'ont pas mise en place, et elles sont nombreuses, qu'est-ce que vous diriez? Alors moi, je dirais,
premièrement, n'attendez pas d'avoir un plan finalisé pour vous lancer dans l'initiative. Ayez une motivation, mobilisez le haut de l'entreprise, hein, c'est l'exemplarité aussi, c'est à partir du haut que je dirais que l'impulsion va partir. Ensuite, appuyez-vous aussi sur des managers qui sont sensibles à cette situation. Appuyez-vous aussi sur vos salariés qui ont une expérience souvent personnelle autour de la neurodiversité, qui sont vraiment moteurs, je dirais, pour partager avec vous cette expérience-là. Privilégier peut-être dans un premier temps aussi des contrats courts, de manière comme les apprentissages, hein, pour pouvoir s'adapter. Et puis n'hésitez pas à solliciter SAP, puisqu'on a mis en place justement un partage d'expérience et un programme que l'on diffuse auprès des entreprises qui le souhaitent. Donc c'était une information importante sur votre site internet, j'imagine, SAP, Exactement. pour avoir la procédure et le process. Merci d'être venu sur ce plateau nous éclairer sur votre initiative. Plus de 180 salariés neurodivers, je ne sais pas comment vous les appelez exactement, je pensais que c'est comme ça. Neurodivergents qui sont dans votre structure. Merci d'être venu. Mathieu, on reste ensemble si vous le voulez bien. Évidemment, c'est la suite de notre programme. Travailler demain. Mathieu veut bien rester avec nous. C'est tout de suite. Mathieu, on reste dans cette thématique, on parlait de ces salariés neurodivergents. Là, on s'intéresse à une catégorie de ces personnes dites Asperger, qui, elles aussi, cherchent leur place, leur chemin, leur route. Et on va parler avec votre invité d'une structure qui les aide justement à avancer sur cette question. Exactement, très concrètement avec Francine Stourdze. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'AspiJob, un site de recherche d'emploi des personnes Asperger et de mise en relation avec les employeurs. C'est une émanation d'une association, la vôtre, qui s'appelle À l'emploi Autisme Asperger, afin d'accompagner les Asperger dans leur insertion professionnelle, les accompagner. Ce qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Ce qui fait complètement écho à ce qu'on vient d'entendre, mais qui est une proposition en plus que vous avez monté avec votre association et je pense les membres de votre association, et qui peut aussi, car c'est très important je pense de le dire, non seulement aider les personnes Asperger à trouver un emploi, à y être bien, etc., mais aussi peut-être avoir un regard sur un problème sociétal, de société qui peut être mis en lumière par l'emploi. Racontez-nous la genèse de AspiJob. Alors d'abord, je ne suis pas seule. D'abord, ça c'est la première chose. Ouais. Je suis la fondatrice, mais je suis d'ailleurs que la cofondatrice, puisque nous sommes deux. Et nous avons été très vite rejoints par toute une équipe, je dois dire de mamans engagées. D'accord. Et de mamans engagées qui ont pris la responsabilité de l'ensemble, enfin d'une partie de nos activités. Et ce qui fait je pense, la différence et ce dont nous sommes très fiers, c'est que nous sommes une équipe à la fois de personnes Asperger, et de personnes neurotypiques. D'accord. Donc, en quoi c'est important pour vous? C'est très important pour nous, d'abord pour l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux employeurs intégrer des personnes Asperger dans vos équipes si on n'est pas nous-mêmes capables de le faire. Et démontrer que ça marche. Absolument. Oui. Et la deuxième chose, c'est également très important parce que ça nous permet d'enrichir notre parcours, d'enrichir la façon dont nous voyons les choses, et nous apprenons beaucoup mutuellement. Et c'est, je pense, le point le plus important de ce que nous faisons. En tout cas, un point auquel moi je suis et nous sommes toutes très attachés. Autisme Asperger, excusez-moi, pour ceux qui nous regardent, c'est quel type de maladie ou de difficulté? Alors, c'est pas une maladie, c'est considéré comme un handicap. Ça fait partie de la neurodiversité, c'est-à-dire c'est effectivement un handicap du sens social qui découle d'un fonctionnement cognitif différent, et auxquels sont assorties certaines difficultés sensorielles qu'il faut absolument prendre en compte, bien sûr dans la vie courante, mais évidemment dans la vie professionnelle, parce qu'elles ont des conséquences sur la façon dont on va au bureau, dont on vit le bruit au bureau, par exemple, dont on vit les odeurs, etc. Qui prennent beaucoup de place finalement dans le quotidien et qui sont terribles. Les problèmes sensoriels, c'est quelque chose qu'on évoque peu, mais qui prennent énormément de place dans le quotidien. Mais fondamental, pardon. Non, allez-y, je vous en prie, mais permettez-moi, Francine, de revenir au début. C'est très intéressant ce que vous dites, les mamans Asperger, dont vous êtes entourée, vous êtes, vous, grand-mère Alors, moi, je suis effectivement personnellement grand-mère d'un garçon Asperger, et en fait, pourquoi nous avons créé l'association en 2013, c'est parce que nous savons que d'une part, les adultes Asperger sont quand même très abandonnés
par tout ce qui se passe autour des plans autistes. C'est une forme d'autisme qui a été très peu connue, alors que ça représente 45% des autistes, et qui a été assez mal comprise en France. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que nous sommes aussi très proches de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, particulièrement du Canada. D'accord. Et grâce à ça, nous avons pu rencontrer en août 2013 une association qui existait là-bas déjà depuis plus de 15 ans, qui s'appelait À l'emploi, et qui avait pour mission d'aider à l'insertion professionnelle. Qui a servi de référence. Et qui nous a aidés à monter la structure en France. Et donc depuis 2013, nous existons, nous avons formé des équipes grâce aux Canadiens, nous avons ouvert des bureaux en Île-de-France, à Lyon, en Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'un accompagnement par téléphone et par visioconférence qui nous a permis d'être tout à fait au point lorsque le Covid est Il nous reste arrivé. peu de temps, Francine. Concrètement, pour ceux qui nous regardent, ils vont sur votre site, ils vous appellent, ils vous disent « Je suis Asperger, j'ai un enfant Asperger, il est capable de… » et vous le prenez en charge. C'est exactement ça. Nous ne sommes pas un centre médico-social. Nous essayons de répondre à toutes les demandes. Et nous avons reçu plus de 500 demandes depuis que nous existons. D'accord. Et nous avons un taux de mise à l'emploi qui est de l'ordre de 30% et un taux de réussite quand on utilise nos méthodes qui est de 98%. Vos méthodes, une méthodologie. Une méthodologie. D'accord. Nous suivons une méthodologie très stricte qui nous a été enseignée par les Canadiens et que nous avons mis à l'épreuve depuis maintenant plus de 6 ans, plus de 8 ans même. Et tout ça est expliqué sur notre site internet, aspidjob.org, qui est en train de se transformer en plateforme pour mettre en rapport les employeurs et les personnes Asperger. Et notre structure Aspidjob Conseil, qui est notre start-up, est là pour aider Vous avez aussi une start-up. On a une start-up et qui est là pour aider les entreprises à intégrer ces profils. Et ça démarre très fort sur 2020 et j'espère que ça va continuer sur 2021. Merci beaucoup, Francine. Merci Francine Sturdzé, fondatrice d'Aspidjob. À la fois une association, un site, une plateforme et la start-up de l'accompagnement. Merci de nous avoir éclairés, merci. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez sur le site, d'Aspidjob, vous saurez tout sur la méthodologie. On parle des plateformes, justement, restez avec nous après cette courte page de publicité. Les plateformes, on va s'y intéresser, on les connaît toutes. Uber, Airbnb, elles ont révolutionné, transformé le travail et elles rencontrent aujourd'hui des résistances. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Après cette courte page de publicité et après cette pause, mes invités me rejoignent. Restez avec nous. Le cercle RH, c'est notre débat quotidien. Très heureux de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, on parle des plateformes. Alors, elles ont envahi notre quotidien, ces plateformes. C'est Airbnb, c'est Uber et plein d'autres. Elles ont bousculé l'économie. Ça a été un vrai renversement, pour ne pas dire une révolution, qui s'est accompagnée évidemment de crispation, de tension. On va y revenir parce que c'est la question de la relation au travail. Est-on salarié? Est-on travailleur indépendant? Et quels droits sont liés évidemment à ce statut de travailleur indépendant et de salarié? C'est un débat de droit, c'est un débat de société aussi, parce que la Cour de cassation a pris une décision il y a quelques jours, évidemment, qui, comme on dit, risque de faire jurisprudence. On en parle avec mes invités. C'est intéressant, on a des acteurs et des observateurs. D'abord, Laureline Serriez, merci d'être avec nous. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes General Manager d'Uber France, donc vous êtes la responsable d'Uber France, entreprise dont on parle beaucoup, et je n'utiliserai pas dans ce débat l'ubérisation de notre société. Je sais que ça agace beaucoup, mais c'est vrai que ce mot est entré dans notre vocabulaire à travers votre marque. On va essayer de vous entendre évidemment sur ce que vous avez à dire. La Cour de cassation a pris une décision, il y a des salariés qui se crispent. On en est où aujourd'hui? On fait le point avec vous dans quelques instants. Gilles Berset est à mes côtés. Vous êtes économiste et vous êtes professeur d'économie à Aix-Marseille. Et je signale ces deux ouvrages, il y en a eu plusieurs, mais avec Jacques Barthélémy, ce dialogue entre l'économiste et le juriste, 2017, travailler au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie. Vous utilisiez le terme chez Odile Jacob, qui était sorti en 2017. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Vous n'étiez pas d'ailleurs opposé à cette transformation de la société. Tout à fait, j'en parlerai. C'était la marche de l'histoire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et puis avec moi, Hervé Novelli. Bonjour Hervé Novelli. Bonjour. Vous êtes alors aujourd'hui le président de l'association des plateformes d'indépendants, donc qui regroupe entre autres Uber, entre autres. Ce sont les plateformes qui mettent en relation des travailleurs indépendants avec des clients. Peer-to-peer, c'est comme ça que l'on dit, ou c'est pas ça le terme juste? Non? Les travailleurs indépendants en lien avec les plateformes qui travaillent grâce
aux plateformes qui les mettent en relation. Alors ce que je vais rajouter est important parce que vous êtes le père du statut d'auto-entrepreneur à l'époque où vous étiez ministre, Oui. Un titre à rallonge. Je suis très fier. Vous étiez très fier. Alors c'est un statut qui a été un peu écorné, réformé, mais qui est toujours vivant et qui attire toujours des salariés qui quittent le monde du salariat pour devenir auto-entrepreneurs. Oui, ou des personnes qui ne sont pas salariées et qui veulent exercer une activité en indépendant. Mettons tout de suite les pieds dans le plat. Vous situez où aujourd'hui? La Cour de cassation vient de prendre une décision importante. Elle a, entre guillemets, requalifié un emploi de travailleur indépendant en emploi de salarié, en disant que les conditions du statut de ce salarié, de ce travailleur, n'étaient pas requises et qu'il fallait donc requalifier cet emploi en emploi de salarié. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous dites, nous, notre modèle fonctionne, on va continuer sur le même modèle, ou est-ce que, à l'aune de cette crise Covid, à l'aune de ces 800, 1 million d'emplois qui vont disparaître, à l'aune d'un changement, je dirais presque de modèle, vous dites, nous aussi, Uber, la plateforme, on s'adapte ou on ne change pas de modèle? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais oui, c'est vaste. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a une décision qui est intervenue, qui a été prise par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mars dernier, et qui a conduit à la requalification d'un chauffeur en salarié. Et ce qui est intéressant, c'est de constater depuis que 2 autres décisions sont intervenues. La première, le 23 juin dernier, au Conseil de prud'homme de Paris, où 8 chauffeurs ont porté la même requête et ont été déboutés. Oui. Et donc, le Conseil de prud'homme a reconnu le lien de nature commerciale et non pas d'employeur à employé entre Uber et ses chauffeurs. Et une autre décision est intervenue le 31 juillet dernier, avec cette fois 7 chauffeurs. Et le Conseil de prud'homme était divisé et a renvoyé l'affaire en départage. Donc on est plutôt face à quelque chose qui est complexe et qui, en termes de jurisprudence et de débat de société, n'est clairement pas tranché. C'est un débat juridique, mais de société. Et de société, c'est un débat de société de fond qui est fondamental. Et la deuxième chose qu'il faut apporter au débat, qui me paraît extrêmement importante, c'est que quand on demande aujourd'hui à nos chauffeurs ce qu'ils pensent de la question, 89% d'entre eux déclarent qu'ils souhaitent rester indépendants et qu'ils ont choisi ce métier et cette activité pour cette raison. Il y avait la flexibilité, il y avait le choix des horaires de travail, et en contrepartie, pour être totalement transparent, il y a l'idée qu'ils ne peuvent pas choisir leurs tarifs, ils sont imposés par la compagnie, et ça posait évidemment un problème aux législateurs et à celui qui tranche. Gilles Berset, juste un tout petit peu d'histoire, parce que vous faites partie de ceux, avec Jacques Barthélémy dans ce livre, qui évoquait à l'époque, en 2017, les plateformes existaient déjà, mais vous disiez, c'est quelque chose qui va faire bouger les rentes. Les taxis, les patentes, toutes ces structures qui étaient finalement un peu poussiéreuses, ces plateformes allaient bouleverser le système, créer de la concurrence, et ça allait être bon pour notre économie. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? On disait plusieurs choses, Jacques Barthélémy et moi. La première chose qu'on disait, c'est que la grande peur d'une ubérisation générale de l'économie et d'une substitution des salariés par des travailleurs indépendants... Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, elle n'aura pas lieu. On voit que le chiffrage est difficile, mais que les travailleurs concernés seraient en France... moins d'une centaine de milliers, mais beaucoup moins d'une centaine de milliers. Vous voyez, c'est une... Il y a le rapport sénatorial qui est sorti, 1% des travailleurs seraient indépendants. Une borne très très haute. Donc, il faut toute raison garder dans ce domaine. Le salariat n'est pas menacé, loin de là, par cela. Et on voit que dans 3 pays, parmi les 36 pays de l'OCDE, la proportion des travailleurs indépendants augmente dans l'emploi total, mais plus... D'ailleurs, du fait de réformes comme celle que M. Novelli a créées, ces 3 pays, c'est les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Je suis en train de travailler là-dessus pour savoir d'ailleurs si c'est l'activité nouvelle ou la substitution. La substitution, c'est un grand débat, ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on disait, j'insiste là-dessus, on disait que c'est bien, il faut accompagner cette transformation. Madame disait, il y a des travailleurs qui le souhaitent, travailler de façon indépendante. Ça a permis beaucoup de gains à l'économie française. Parlons très clairement. Ça a permis de contourner dans le transport urbain le monopole des taxis. Mais je l'évoquais. Et le rationnement que subissait le consommateur et le touriste japonais qui arrive en France, qui ne comprend rien. Gilles Berset, l'amélioration du service, je me permets, en 3 ans, ils ont muté aussi. Ça a été une amélioration complète, il faut le dire, il faut le reconnaître. Ça a donné des emplois à des gens qui étaient parfois très loin de l'emploi, etc. Bon. Troisièmement, maintenant, allons sur le fond de la question. Quand il y a requalification, que ce soit en France d'ailleurs comme dans d'autres pays, il n'y a pas qu'en France. L'appréciation du juge est toujours basée sur les mêmes éléments. Les conditions de subordination économique du travailleur sont-elles très proches de celles du salarié?
les critères sur lesquels sont basées les requalifications, c'est souvent le contrôle. C'est ça. Et la sanction. C'est les éléments fondamentaux sur lesquels les juges, mais que ce soit en France comme dans d'autres pays en tout cas, sont amenés à requalifier comme des décisions beaucoup plus massives. Vous dites quoi vous dites on va vers quoi en un mot pour donner la parole à Hervé Novelli? Je dirais un statut mieux harmonisé. Ce qu'on préconise avec Jacques Barthélémy, c'est surtout de protéger ce modèle, mais en le canalisant, en aboutissant à la création de droits, en faisant en sorte que notre droit du travail, qui pour l'instant ne protège que le salarié, soit un droit de l'activité professionnelle, qui protège le travailleur. Est-ce que vous défendiez déjà comment construire ça? C'est très complexe. Il faut associer tous les acteurs dans cette réflexion. Mais parce que le manque ou le déficit de protection par rapport aux salariés concerne un tas de domaines. Hein. C'est les durées du travail maximales auxquelles dont le salarié peut bénéficier. Pas le travailleur indépendant, quand il est très fortement assujetti. C'est le revenu minimum. Le salarié, il a un salaire minimum. C'est le SMIC. C'est le chômage. Et puis l'autre, c'est la protection évidemment. Les protections sociales. Hervé Novelli. Donc c'est tout ça qui est sur la table. Vous avez une vue un peu historique, vous aussi, puisque vous créez l'auto-entrepreneuriat sur ces arguments. Non, mais au sens... C'est gentil d'insister sur mon historique. Non, mais vous avez une connaissance profonde, non oui. pas de votre âge, mais de la connaissance du sujet. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, à l'aune de ce Covid, à l'aune de ce que nous annonce Bruno Le Maire, une crise sans précédent depuis 1945, un État qui n'a jamais autant investi pour sauver ses emplois, pour les soutenir, pour les protéger, est-ce qu'on continue sur ce modèle de la plateforme très dérégulé, ou est-ce que vous dites il faut peut-être mettre une petite pincée de soutien social, de cotisation sociale? Est-ce qu'on doit modifier des choses ou on ne change pas le modèle? Qui était ma première question. Oui, eh bien, moi je pense que le Covid démontre à l'évidence que nous devons changer un certain nombre de choses. Parce que le monde du travail change avec le Covid. Des mutations s'accélèrent. Elles étaient déjà en germe. Dans le travail salariat, avec le télétravail, le travailleur gagne en autonomie. L'entreprise n'est plus un lieu géographique. L'entreprise aujourd'hui... De moins en moins, si je peux me permettre. De moins en moins. Oui, mais c'est le Covid qui révèle bien sûr. ces mutations. Et tout cela fait que ce que disait M. Seth est parfaitement vrai. Nous avons un droit du travail qui a été créé pendant des décennies. J'allais y venir. Des décennies très volumineux. De progrès, mais aussi un droit du travail qui est essentiellement fondé sur le salariat. Puisqu'on sent... Le monde de l'usine, disiez-vous. Absolument. Le monde de l'usine, le monde du travail posté, le monde des horaires fixes, tout cela vole en éclats avec le Covid. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on avait le sentiment que le salariat d'un côté, l'entreprise de l'autre, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, les dirigeants, étaient immuables. Tout cela vole en éclats. Et nous avons besoin d'une très forte réflexion et d'une action pour faire en sorte que le droit du travail, bascule, essentiellement salarial, fasse une place à un droit du travail indépendant. On n'y est pas, hein, Hervé Novelli. C'est toute la problématique. On n'y est pas, sauf que les gouvernements, et celui-ci, a posé sur la table cette évolution législative, et nous l'attendons, et nous sommes proposants, au titre de l'Association des plateformes d'indépendants, que je préside, et qui s'est créée tout simplement pour donner un interlocuteur bien sûr. collectif face au gouvernement qui appelait au dialogue social, mais dans un dialogue social, il faut être deux. Et c'est vous qui dialoguez. L'API a vocation à représenter un certain nombre de plateformes qui mettent en relation des indépendants. Bien sûr, les plateformes gardent totalement leur autonomie, mais elles ont une voix qui doit être commune pour exprimer ce que nous disons les uns et les autres autour de cette table. Et donc, c'est cela le rôle de l'API. Mais je voudrais juste terminer en disant que rien ne sera comme avant. Et ça ne sert à rien, là encore, de bâtir des lignes Maginot axées sur le tout salariat, parce qu'on le voit bien, ces mutations, elles sont inéluctables, non pas de mon fait ou du fait de telle ou telle personne, mais simplement parce que la révolution numérique, elle permet un croisement beaucoup plus facile, accélération entre l'offre et la demande. C'est ça la réalité, et c'est cela que nous devons maintenant collectivement mettre sur la table pour, comme le disait Gilbert Seth, accompagner ces mutations et non pas les interdire.
J'imagine qu'évidemment vous souscrivez à ce que dit Hervé Novelli. Deux sujets, je ne l'ai pas évoqué parce que vous êtes en train de mettre un coup d'accélérateur. Il y a l'idée d'offrir des motos chez Uber, c'est la nouveauté qui va démarrer. Il y avait évidemment des motards, mais Uber n'avait pas pris ce marché. Là, dans la réflexion que vous menez, on a bien compris qu'il y avait une diversité des décisions judiciaires entre les chambres prud'homales, entre les chambres sociales de la Cour de cassation. Est-ce qu'aujourd'hui, sous la pression, je dirais, de vos salariés, de vos travailleurs indépendants, vous voyez le lapsus, est-ce que vous dites, nous, on est prêts aussi à faire un pas vers nos collaborateurs? Est-ce que vous dites, je repose ma question, elle est un peu simple, on ne touche pas au modèle, ou vous dites, dans ce contexte particulier, Uber a une responsabilité sociale et doit effectivement réfléchir avec le gouvernement à une protection sociale, à des garde-fous. Est-ce que ça, vous y pensez, ou est-ce que votre modèle, je dirais très anglo-saxon, considère que c'est ce modèle et on n'y touche pas? C'est important parce que le modèle social français est si particulier. Je vais vous répondre sans ambiguïté. Non seulement on souhaite prendre part à cette évolution, mais en plus on le fait déjà. Éclairez-nous. Voilà, concrètement de quoi on parle. Non, mais il y a plusieurs choses à considérer. La première, et ça c'est important de le dire, ça a été dit tout à l'heure également, les plateformes et notamment Uber contribuent aujourd'hui à la création d'emplois en France. Et combien de chauffeurs, excusez-moi? On a à peu près 30 000 chauffeurs, 30 000. Plus 30 000 coursiers également sur Uber Eats. Donc ça a baissé un petit peu par rapport à 2015. C'est un ordre de grandeur qui a plutôt augmenté. Mais j'avais vu 100 000. Mais dont la croissance a légèrement diminué, effectivement, depuis l'introduction de réglementations complémentaires. Mais juste pour vous donner quelques éléments qui me paraissent fondamentaux, en 2016, justement, avant l'introduction de nouvelles réglementations, c'était 15% de la création nette d'emplois en France qui provenait de l'activité des VTC, 25% en Ile-de-France. Et aujourd'hui encore, quand vous regardez les chiffres qui sont la réalité de notre plateforme aujourd'hui, quand vous regardez les nouveaux chauffeurs qui travaillent avec la plateforme Uber, 19% d'entre eux étaient en inactivité professionnelle à vendre. Ce qu'évoquait Gilbert Sett. Voilà, donc on est dans une vraie logique. Et j'ajouterai un point. Pas mal de jeunes des quartiers, il faut le dire. 52% des chauffeurs qui travaillent avec la plateforme Uber habitent la petite couronne, dont la moitié dans le 93, et une bonne partie d'entre eux étaient sans emploi, je le disais juste avant. Quand on reçoit les factures Uber, on reçoit en fait l'adresse de facturation de celui dans la voiture dans laquelle on est monté. Si vous regardez votre facture, si on regarde bien les factures, on voit bien Cour-Couronne et vous complétez avec cela, du coup, une autre perspective qui est intéressante, c'est qu'en 2016, vous aviez 45% de ceux qui nous rejoignaient qui venaient du monde du salariat. 2 ans plus tard, c'était 68%. Donc il y a une vraie appétence et il faut reconnaître aussi les bénéfices de ce statut d'indépendant et l'attractivité que ça offre en termes d'indépendance, de flexibilité. Et ça, c'est un premier point qui est très important. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on travaille sur 2 axes qui sont 2 axes fondamentaux. L'axe de la protection et du dialogue social, d'une part. C'est une des revendications, en fait. Il y a 2 choses. Ils aiment ce métier libre et flexible. C'est vrai que globalement, ils le disent, mais que derrière, ils ont besoin de garde-fous. Est-ce à l'État, est-ce au gouvernement de voter une loi ou est-ce à vous de prendre en charge? C'est une vraie question. Il y a une partie qui nous revient et on la prend. Et donc, il y a un premier sujet qui est comment est-ce qu'effectivement, on donne à l'indépendant la capacité d'être pleinement décisionnaire dans tous les domaines. Et par exemple, on vient d'annoncer la semaine dernière la mise à disposition de toutes les informations qui concernent les courses de nos chauffeurs VTC qui leur permettent de choisir ou non de prendre une course en totale liberté. Sur la question du masque qui était posée d'ailleurs, oui, pour voir une traçabilité de celui qui ne veut pas porter le masque. Alors, il y a ce point-là. Il y a ça aussi. Le chauffeur sait que... En tout cas, on donne ces informations-là et ça permet à l'indépendant de travailler encore avec davantage de sérénité en tant qu'indépendant. Et en même temps, il y a la question de la protection sociale. Et sur la question de la protection sociale, je tiens quand même à amener un élément qui me paraît important, c'est que si vous regardez le rapport du Haut-Commissariat à la protection sociale qui a été publié au mois d'avril de cette année, vous vous rendez compte que pour des revenus qui sont de l'ordre du SMIC, à peu près, quand vous regardez un salarié, le total des charges patronales plus salariales s'élève à 21%. Pour un revenu du même montant, un indépendant cotise aujourd'hui 31%. Donc il est faux de dire qu'il n'y a pas de cotisation. La question, c'est quel retour sur bien cotisation. Sûr, c'est quelle qualité de service en retour des cotisations. Du coup, il y a quelque chose de tripartite qui implique les plateformes, qui implique les... Ce qui est vrai pour les artisans, qui est vrai pour d'autres métiers. Qui dépasse la question des plateformes, qui est la question des indépendants, et qui pose question aussi de l'État. Donc vous souscrivez un statut de l'indépendance. Vous dites, nous, on est prêts à se mettre autour de la table pour dire... à une clarification, et on va plus loin en prenant des actions. Je vous donne un exemple. On a souscrit, par exemple, une assurance prise en charge 100% par Uber et qui apporte aux chauffeurs qui utilisent la plateforme
une couverture de prévoyance qui leur permet, en cas d'hospitalisation, en cas d'accident, d'être pris en charge. C'est un petit pas, ça. Exactement, c'est un pas. Elle n'est pas offerte. J'imagine qu'il la paye. Non, c'est nous qui la Si payons. vous la prenez, non, mais c'est important de l'entendre. En charge à 100% par Uber. D'accord. Elle a été mise en place en 2018. Parce que c'est important en arrêt maladie, en hospitalisation. Et également, on travaille sur d'autres pans. Le pan de la formation, par exemple. On met à disposition une plateforme qui s'appelle Campus VTC, dans laquelle on donne accès à des contenus gratuits, qui interviennent pour la préparation des examens, qui interviennent pendant le cycle de vie, j'allais dire, le temps que les chauffeurs continuent à travailler avec Uber et qui les aident également à préparer la suite. Oui, il y a eu un débat. C'est ce qu'on met sur la 2018, il a fallu compter les cartes, savoir si ces chauffeurs avaient bien une carte, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de difficultés avec des cartes qui avaient été prêtées, changées, et il y a eu quand même une volonté de clarifier un peu. Gilles Berset, là-dessus, on fait un petit mot là-dessus. Ouais, Uber est aussi une plateforme de technologie. Oui. La technologie intervient. On a aujourd'hui une fonctionnalité de reconnaissance faciale mis à disposition et qui a permis d'améliorer nettement cette question. Sujet sensible, la reconnaissance faciale, vous le savez. Mais reconnu par les chauffeurs, ils se sentent eux-mêmes davantage représentés. Oui, c'est bien eux qui tiennent le volant. Et c'est une question d'assurance. En tout cas, c'est intéressant. On est quand même sur une ligne de crête. En tout cas, absolument. Il faut éviter deux écueils. Un écueil qui consisterait à ne rien faire ou à attendre tout de la bienveillance, en quelque sorte, d'entreprises spécifiques dans ce domaine-là. Et puis l'autre écueil qui consisterait à dire, c'est très simple, requalifions tous ces travailleurs. Ces deux écueils, c'est le grand écart. Évidemment, mauvais, qui sont à exclure tous les deux. Et l'État peut et doit jouer un rôle. Ce que nous préconisons, Jacques Barthélémy et moi, dans notre ouvrage et dans les travaux ultérieurs, c'est que, en quelque sorte, on aiguillonne les acteurs pour aller vers des normes. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de la concurrence. Évidemment, il faut éviter que des entreprises ne puissent pas avancer parce que leurs concurrents eux-mêmes n'avancent pas. Et donc, ce que nous proposons, nous, c'est qu'on élabore progressivement des normes légales, assurant la protection de ces travailleurs des plateformes, à partir de certains niveaux de dépendance économique, et que ces normes légales soient supplétives de normes conventionnelles, de branches ou d'entreprises. C'est-à-dire, si les entreprises veulent leur substituer d'autres normes qu'elles élaborent elles-mêmes, par le dialogue social, évidemment, ça soit tout à fait possible. C'est crispé le dialogue social avec les plateformes. C'est tendu. C'est crispé, mais encore faut-il pousser les gens à chercher des acteurs et à trouver des interlocuteurs. À les mettre, des interlocuteurs, et à trouver intérêt à les mettre autour de la table. Pour l'instant, ils n'ont pas forcément cet intérêt. Donc, c'est un peu ce qu'on préconise de susciter dans nos propositions, Jacques Barthélémy et moi. Il y a eu un débat, on n'aura pas le temps de le traiter malheureusement, mais substitution ou réel travail, parce qu'il y a une vraie question. Il y a beaucoup de salariés qui quittent le monde du salariat pour prendre en fait des jobs indépendants. Je dis job parce qu'il y a des travailleurs indépendants très 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 qualifiés, les ingénieurs qui font de la tech et qui se vendent comme des mercenaires, et ils sont travailleurs indépendants et ils gagnent très bien leur vie. Puis il y a des métiers de type chauffeur qui évidemment sont des métiers plus fragiles. Oui. On se substitue ou pas? Ou c'est des vraies créations d'emplois, nous qui parlons d'emploi dans cette émission? Non, mais vous faites bien de constater qu'il y a des travailleurs indépendants du haut de l'échelle. Bien sûr. Il y a des travailleurs indépendants du bas de l'échelle qui n'auraient pas le droit de travailler en indépendant. C'est une sorte de ségrégation sociale qui, moi, m'a toujours choqué. On est indépendant ou on n'est pas indépendant. Quel que soit le niveau de revenu et les qualifications. Mais bien sûr, il y a l'inéquité vis-à-vis des travailleurs indépendants, des indépendants, ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Mais rappelez-vous de la retraite des agriculteurs, les femmes de conjoints d'artisans, tout cela, je l'ai vécu dans mes responsabilités. Qui n'avaient pas de statut, qui n'existaient pas. Il y avait donc une inéquité entre un salariat qui semblait devoir être la forme dominante, voire exclusive. Et les autres, oubliés. Et des autres qui étaient les sacrifiés, qui étaient les perdants de l'histoire, d'une certaine manière. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution numérique, avec des statuts allégés de création d'activités, eh bien, la marge de l'histoire semble enrayée. Enfin, ça enjambe le code du travail, on peut le dire. Et au contraire, la révolution numérique, elle porte à l'individualisation et à l'autonomie des travailleurs. Et c'est cela qui est en germe, et c'est ça qui est sur la table, et c'est pour ça que le gouvernement s'en est saisi, bon gré ou mal gré. Une mission est diligentée, elle doit rendre son rapport avant la fin de l'année sur le dialogue social, sur la représentativité. Enfin, Emmanuel Macron était très porteur de ce message. Les insiders, les outsiders, il y avait les salariés protégés. Il avait parlé il avait raison sur le fond, là. Ces travailleurs non salariés des banlieues qui n'avaient que cette activité d'offerte lorsque le marché du travail salarié, comme aujourd'hui, et comme hier en 2008, quand je l'ai connu, quand j'étais au gouvernement, en 2009,
le travail indépendant est une option. Lorsque les portes du travail salarié sont fermées, eh bien, on se retrousse les manches et on y va. Laureline Serriès, juste un mot. Ces chauffeurs qui, certains manifestent, vitupèrent, c'est aussi pour certains qui ne sont pas dans la rue, ça a été un tremplin professionnel. Non pas qu'ils soient restés chauffeurs, mais ça leur a permis, comme dit Hervé Novelli, de mettre un pied dans le monde de l'emploi, d'avoir des revenus et de passer à autre chose. Vous avez des statistiques sur l'évolution de carrière de ceux qui passent et qui sont chauffeurs, parce qu'on croise des profils. Moi qui suis consommateur Uber, oui, je fais de la publicité. On parle avec ces chauffeurs et ils ont des profils parfois très atypiques. Oui, ils ont des profils très atypiques et ils ont effectivement des provenances, et j'allais dire... Vous les avez rencontrés, je crois que vous avez fait un petit tour de France pour aller... C'est un point bonjour, je suis la patronne. Exactement. J'ai pris mes fonctions cet été. Oui, au mois d'août. C'était à eux que s'est adressé mon premier message, j'allais dire, à l'extérieur. Vous leur avez parlé Je leur parle en ce moment, je fais effectivement un tour de France et c'était ma première priorité que d'aller à leur rencontre dans mes premiers mois. Et surtout, vous prenez la parole, je le dis, sur une télé, c'est intéressant. Vous vous exprimez. Et c'est pas pour rien, c'est important pour moi de porter ces messages-là aujourd'hui. Le sujet du dialogue avec les chauffeurs est un sujet qui est fondamental. Porte ouverte, donc. Exactement, aujourd'hui je vais vers eux, je rencontre non seulement les chauffeurs, mais également les associations et les représentants de syndicats, c'est important pour moi. Et le sujet du dialogue est à inventer en fait pour les plateformes. Il faut l'inventer en relation avec la réalité du métier aujourd'hui de travailleurs chauffeurs sur les plateformes. Et des décisions juridiques qui vont arriver, qui vont égrener votre actualité. Avec un mélange à la fois de représentation directe, c'est-à-dire que nos chauffeurs expriment le besoin de pouvoir chacun porter leur voix en tant qu'indépendant et en même temps le besoin de travailler avec des associations et des représentants. Et c'est une vraie révolution en fait. Qu'on essaie de construire et on en est aujourd'hui à notre deuxième consultation annuelle, donc on est en chemin pour construire ce dialogue. Gilles Berset, vous reviendrez à un débat de cette question, c'est une question fondamentale. Je soulignais la complexité de la question. Bah oui. Il n'y a pas de solution simple dans ce domaine-là pour passer de l'inéquité actuelle des protections des salariés par le Code du travail et de l'absence de pas mal de protections pour le travailleur indépendant. Il faudrait un gros code des indépendants. Juste souligner que dans les préférences, il y a quand même pas mal d'enquêtes qui montrent, en termes de préférences, vous voyez, c'est très marqué. Je veux dire, l'aspiration à certaines sécurités et à certaines professions apparaît très souvent quand des gens se mettent en ménage, quand des gens ont des enfants, quand des gens veulent acheter une maison. Et là, à partir de ce moment-là, on voit une rupture, alors vraiment vrai. incroyable dans les réponses aux enquêtes des personnes qui disent j'aimerais bien... Moins indépendant, plus protégé. Voilà, oui. Moins indépendant, plus protégé. Et il faut répondre quand même à ça, vous voyez. Évidemment, je suis complètement d'accord avec madame, il y a des gens qui n'auraient pas eu accès à l'emploi. C'est exact. Il faut mais c'est une étape. Et puis encore une fois, ça a débloqué des situations. Je veux dire, le transport urbain dans les grandes capitales, dont Paris... Oui, vous l'évoquiez. Voilà. Pas de taxi, difficultés, services déplorables. C'est vrai que ça a bougé. Une situation quand même incroyable, qui était bloquée, vous voyez, avec un rationnement en termes d'activité touristique. Et les taxis crispés. Et donc, un tout dernier mot, parce que le débat est terminé. Je profite de ça pour me dire effectivement que fort de ce constat, on a aussi inclus dans les garanties AXA dont je parlais tout à l'heure, qui sont pris en charge par Uber, une prime à la naissance qui est effectivement très plébiscitée par nos chauffeurs et donc qui fait partie des observations qu'on a faites sur la base des demandes que nous... Mais c'est vous. Laureline Serriès, merci. Général manager d'Uber. Je pense que Gilles Berset, on ne va pas rouvrir le débat, évoquait aussi l'idée que quand un chauffeur, un travailleur indépendant, sans parler des chauffeurs Uber, va voir un banquier, il préfère avoir un salarié en CDI parce que c'est une problématique qui est posée aujourd'hui à beaucoup de travailleurs indépendants qui se retrouvent en difficulté. Quand il essaie d'avoir un logement. Ou un logement, tout simplement d'ailleurs, parce que c'est au-delà même de pouvoir acheter. Hervé Novelli, merci. On va essayer de suivre ce débat, si vous en êtes d'accord, puisque vous êtes un petit peu aujourd'hui celle qui prenait la parole sur cette question pour votre entreprise. Laureline Serriès, General Manager d'Uber, merci d'être venue sur notre plateau. Merci Hervé Novelli, président de l'association des plateformes d'indépendants. Elle a un acronyme. API. L'API, qui chante peut-être. Happy Day, pardon. Gilles Berset, merci, économiste, professeur à Aix-Marseille, et puis tous ces livres autour de l'ubérisation avec votre complice Jacques Barthélémy, notamment chez Odile Jacob. Merci à vous. Vous restez une minute parce que vous allez voir, on va sortir un gâteau d'anniversaire, c'est les 30 ans de cadre emploi, on termine l'émission. Eh oui, avec les 30 ans de cadre emploi, c'est tout de suite.
Fenêtre sur l'emploi. Chaque lundi, vous savez, on a Julien Breuil qui vient nous rendre visite pour nous faire une étude sur la situation des cadres en France et en Outre-mer. Alors là, aujourd'hui, Julien, moi je suis très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. J'ai pas de gâteau, mais il est symbolique. J'ai vu qu'il y avait quand même toute une publicité LinkedIn, Facebook sur les 30 ans de cadre emploi. Tout à fait. Alors, vous n'étiez pas arrivé il y a 30 ans, Julien? Non, je n'étais pas arrivé encore. Vous me rassurez. Je vous rassure, je ne sais pas, mais en tout cas, non, je n'étais pas encore arrivé. Ça fait pas 30 ans que je suis chez Cadre Emploi. Voilà. Un petit moment, mais pas 30 ans. Ce qui est très intéressant, c'est les faits économiques les plus marquants. Parce que vous vous êtes amusé, entre guillemets, à vous dire sur 30 ans de recrutement de cadres, tiens, qu'est-ce qui a marqué les cadres? Très intéressant, parce que ça va faire écho d'ailleurs au débat qu'on vient d'avoir sur les plateformes et le numérique. Les faits économiques, c'est le passage aux 35 heures, on va le voir. L'émergence des GAFA à 36%, ce qui sont pour eux les deux faits les plus importants. Oui, tout à fait. Ça les a percutés. Alors, ça les a vraiment perturbés. Positivement ou négativement? Percutés et perturbés, j'allais dire. C'est ça. Non, mais je pense tout simplement que, en gros, ça participe à l'évolution de ce qu'est un cadre, à son état d'esprit. On a beaucoup dit qu'effectivement, au démarrage, le cadre avait une vision carriériste, de perspective de carrière, et on voit qu'il tend vers des notions plus d'équilibre vie pro, vie perso. Les 35 heures ont pu participer à ça. Ça l'a fait souffler parce qu'il est au forfait, le cadre, 35 heures, il n'est pas très concerné. Oui, alors on avait fait une étude il y a pas mal de temps sur l'obtention, le nombre de RTT que pouvait avoir un cadre. Et effectivement, il en a un certain nombre, il peut en profiter. Après, ça dépend des entreprises. Pas toujours d'ailleurs quand on les entend. Tout à fait. Mais effectivement, en tout cas, c'était comme ça qu'on l'avait analysé, sachant que après, il y a d'autres éléments comme la digitalisation qui l'ont également impacté. Et là, pour le coup, qui ont accéléré son rythme de travail, son rythme de vie avec ce phénomène d'hyperconnexion qu'on a pu voir dans tablette, smartphone, exactement. Et tous les outils. L'attachement des cadres aux mesures de ces 30 dernières années. Alors c'est très intéressant parce qu'on retombe sur les 35 heures. Oui. C'est très intéressant cette mesure symbolique. Je leur dis, tous les cadres ne sont pas concernés par les 35 heures. Non, tous les cadres ne sont pas concernés. Et ils s'en plaignent d'ailleurs. La légalisation croissante du télétravail à 30% et la reconnaissance, c'est très intéressant, c'est très récent, du droit à la déconnexion. On voit que le numérique quand même percute leur quotidien, ces cadres. C'est vrai qu'on revient à cette notion d'équilibre vie pro, vie perso. Les cadres sont attachés à leur équilibre personnel et donc ne veulent pas que la sphère professionnelle intègre la sphère personnelle. Même si les deux sont étroitement liés, on a beaucoup analysé les phénomènes de blurring où on dit qu'effectivement les deux se mélangent. On voit qu'ils y sont attachés, le droit à la déconnexion. C'est très récent ce mot déconnexion, c'était pas dans le vocabulaire en 2008 à l'époque d'Hervé Novelli, si je peux me permettre, quand il était ministre. Déconnexion, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis finalement tout le monde s'y est fait. Je sais pas si vous autorisez, vous, manager Uber France, à la déconnexion. Vous vous déconnectez de temps en temps? Alors, vous rangez le téléphone, paf, j'arrête? C'est une question de pratique personnelle, mais effectivement, dans mon cas, c'est ce que je fais. Bah oui, c'est passer un horaire, on range son téléphone et on se consacre à sa vie personnelle. Et la période du Covid, d'ailleurs, rend encore plus flou les frontières avec justement le télétravail qui s'est accru. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le télétravail aussi s'imbrique dans cette dynamique-là. On voit quand même la rapidité, j'allais dire fulgurante, à laquelle le télétravail a été... à intégrer l'esprit des cadres, puisque ça fait partie des mesures sur lesquelles ils peuvent être aussi attachés, alors que c'est un phénomène qui est non pas récent, mais en fait qui s'est quand même énormément démocratisé, notamment dans ce contexte de confinement. Depuis mars. Voilà. Dernier item, c'est le monde du travail. Vous allez voir, on retombe un peu sur les mêmes finalement en termes d'organisation. Là, c'est pareil. On a la digitalisation des métiers et des activités. Donc effectivement, pour certains cadres à l'ancienne, ça a été vraiment un gros boom dans leur vie quotidienne. L'hyperconnexion à l'entreprise et les nouveaux moyens de communication. Et puis dernier point, celui-ci, il est sensible. Il revient régulièrement dans l'actualité, ce sont les délocalisations. Donc ce sont des points sur lesquels il y a un peu d'incertitude là. Tout ça met un peu en difficulté le cadre. Alors, il y a de l'incertitude et il est assez intéressant de noter d'ailleurs que ce sont des profils bien identifiés sur lesquels il y a des problématiques. C'est-à-dire que la digitalisation des métiers, elle est particulièrement arrivée, on l'a regardé, pour les fonctions commerciales qui ont sans doute été amenées à changer de paradigme par rapport à des nouveaux produits de vente. On retrouve également les profils de marketing par rapport à l'hyperconnexion, qui ont été sans doute obligés de communiquer différemment avec l'essor du digital, du mobile, des tablettes. On en revient toujours à la programmatique. À ce digital. Et puis je prends le dernier élément, et il n'y a pas de surprise, quand on parle des délocalisations, on retrouve des profils notamment en études et recherche et développement qui ont subi forcément à un moment donné cette contrainte-là, même si maintenant on en revient progressivement. 30 ans d'histoire de cadre emploi, c'est pas rien quand on est dans une entreprise qui souffre ces 30 années de recrutement. Ce n'est pas rien. Il y a une histoire, il y a une âme. Il y a une âme, il y a une ADN. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune homme ou une jeune femme qui est né à l'ère du Minitel, qui désormais à l'ère de la programmatique, mais dont la mission n'a pas changé. C'est de mettre en relation des candidats
avec des recruteurs et de leur permettre de s'épanouir, en tout cas pour les candidats, et de trouver de nouveaux talents pour les recruteurs. Internet, le numérique, c'est une lame de fond qui a bouleversé et qui bouleverse notre quotidien. On vient de le voir dans notre débat, on le découvre évidemment avec Cadre Emploi. On part du Minitel et on est aujourd'hui sur une plateforme de rencontre finalement entre des demandeurs, entre des offres et des demandes. Julien, merci. Julien merci Breuil, à vous. Directeur des études Cadre Emploi. Vous n'y étiez pas il y a 30 ans, je vous taquinais évidemment. Hervé Novelli, merci. Et Laureline Serriès, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Tout à fait. Et merci d'être venue, manager France, directrice de Uber France. Merci d'avoir fait le détour par le plateau de Smart Job. Je serai là demain, évidemment, en direct, comme chaque jour. Merci pour votre fidélité. Fanny Griesmer me tire les oreilles, on est en retard. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. À demain, portez-vous bien. Bye bye.